Quand Thomas m'a dit qu'il n'en pouvait plus, que lui et Clara partaient, qu'ils avaient bien réfléchi et qu'ils ne pouvaient pas élever un enfant comme Matteo, je n'ai pas tout de suite compris. Il m'a fallu quelques secondes pour assimiler ce que j'entendais. Je suis restée debout face à eux, le cœur comme une pierre, l'âme comme un tissu déchiré, et mon petit-fils de seulement 3 ans endormi dans mes bras. Ils étaient décidés, sans larmes, comme si cette décision avait été prise depuis longtemps et qu'ils attendaient juste le bon moment pour l'exécuter. Je me souviens que c'était l'hiver. Les murs de la maison tremblaient sous le vent glacé qui s'infiltrait par les fenêtres mal scellées. Nous n'avions pas de chauffage car la facture de gaz n'avait pas été payée depuis 2 mois. Matteo dormait enveloppé dans 2 couvertures et mon manteau, son corps frêle tremblant de fièvre. Je lui avais fait baisser la température avec des linges humides et une infusion de camomille. Sa mère, Clara, n'avait pas voulu le toucher de toute la journée. Elle m'avait dit qu'elle ne supportait plus ce « fardeau ». Oui, elle avait utilisé ce mot, « fardeau ». Ils sont partis avec une seule valise. Ils ont laissé tout le reste derrière eux, leurs vêtements, quelques livres, une boîte avec de la vaisselle d'occasion. Ils sont partis avec le strict minimum. Je suppose que quelqu'un les attendait ailleurs. Ils ne m'ont jamais dit où. Ils ne m'ont plus jamais appelé, même pas pour demander si Matteo avait survécu à cet hiver. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, avec l'enfant encore dans les bras, et j'ai attendu. Je ne savais pas vraiment quoi. Peut-être qu'ils reviendraient, qu'ils diraient que c'était une blague, qu'ils avaient changé d'avis. Mais seul le silence m'a répondu. Cette nuit-là, l'horloge semblait ne pas avancer. Dehors, il pleuvait. Dedans, nous n'avions même pas de pain, juste quelques vieilles pommes de terre que j'ai bouillies sans sel, parce qu'il n'y en avait pas non plus. J'ai à peine mangé. J'ai tout gardé pour quand Matteo se réveillerait. Les jours suivants sont devenus des semaines. La famille a commencé à être au courant. Ma sœur m'a appelé pour me dire qu'elle l'avait appris par quelqu'un d'autre. Elle m'a demandé si c'était vrai. Quand je lui ai confirmé, sa réponse a été brève. Elle a dit que j'avais toujours été trop molle, que s'occuper d'un enfant comme ça était une croix que tout le monde ne pouvait pas porter. Puis elle n'a plus jamais rappelé. Les autres membres de la famille n'étaient pas différents. Certains m'ont dit que c'était ce que je méritais pour ne pas avoir imposé de limites à Thomas quand il était jeune. D'autres ont simplement ignoré la situation. Quand il passait devant ma maison, il jetait un coup d'œil furtif, comme si la maladie de Matteo était contagieuse. Mon neveu m'a même dit, sans la moindre honte, qu'il ne comprenait pas pourquoi je m'acharnais à maintenir en vie quelqu'un qui ne serait jamais autonome. Je les écoutais en silence. Je ne répondais pas, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'étais trop épuisée. Je me levais avant l'aube pour laver du linge chez les autres, nettoyer des maisons, repasser pour quelques pièces. Je rentrais à midi, je cuisinais ce que je pouvais, et je passais l'après-midi à masser Matteo, à l'aider avec ses exercices, à l'emmener au centre de santé quand j'en avais les moyens. Matteo ne parlait pas beaucoup. Il balbutiait juste quelques syllabes, mais ses yeux disaient tout. Il me regardait avec ce mélange de peur et de tendresse qui me brisait le cœur. Quand il parvenait à bouger un doigt, il me le montrait comme un trophée. Et moi, je faisais semblant d'exploser de joie. Je l'applaudissais, je lui disais qu'il était l'enfant le plus fort du monde. Je ne voulais pas qu'il voie ma peur. Moi aussi, j'avais très peur. Parfois, je sentais que je n'allais pas y arriver, que son corps allait finir par lâcher. Et que ni les linges humides, ni les pommes de terre bouillies, ni mon amour immense ne suffiraient à le sauver. Je me souviens des nuits les plus froides, celles où la respiration se figeait dans l'air, où je le couvrais de mon propre corps parce qu'il n'y avait plus de couverture, et je lui chantais des chansons inventées pour qu'il ne sente pas le vide. Des chansons inventées pour qu'il ne sente pas le vide. Parfois, je pensais que si je tombais malade, il resterait seul, et c'était ce qui m'effrayait le plus. Pas sa maladie, pas la pauvreté, pas la faim. Ce qui me terrifiait, c'était de mourir avant qu'il puisse marcher seul, dire son nom, se défendre un peu dans ce monde si cruel. Il ne se passait pas grand-chose pendant ces années, ou du moins rien qui mérite d'être raconté. Il n'y a pas eu de grands bouleversements ni de miracles soudains. Ce qu'il y a eu, c'est de la résistance. Chaque jour était une montagne, chaque pas une bataille. Et pourtant, on avançait, parce que je ne pouvais pas l'abandonner comme l'avaient fait les autres. Parce que dans son visage, je voyais l'innocence de quelqu'un qui n'avait pas demandé à venir au monde mais qui avait déjà été jugé par lui. Parfois, pendant que je lui donnais à manger avec de petites cuillères de purée, je pensais à ce que j'avais mal fait en tant que mère. Si j'avais trop gâté Thomas, si j'aurais dû être plus stricte avec Clara. Mais ensuite, quand Matteo me souriait avec cette bouche un peu de travers et ses grands yeux ronds, tous ces doutes disparaissaient. Il ne comptait que lui.
Seulement lui. Les voisins nous regardaient avec pitié. Certains nous offraient ce qui leur restait. Un sac de pain rassis, des vêtements usagés, un vieux fauteuil roulant qu'un jour on a trouvé devant la porte sans mots. J'acceptais tout sans fierté, sans honte, parce que chaque chose qui pouvait améliorer la vie de Matteo était la bienvenue. Je me fichais de ce que les gens pensaient. Et les années ont passé ainsi. Lentement, comme si le temps avait du poids. Matteo grandissait très lentement. Son corps restait fragile. Il marchait à peine. Il arrivait juste à se tenir debout quelques secondes. Mais je ne baissais pas les bras. Je ne pouvais pas. Quelque chose en moi savait que nous n'étions pas destinés à disparaître, que l'abandon ne serait pas la fin de notre histoire. Je ne savais pas quand tout allait changer. Je ne savais même pas si cela arriverait un jour. Mais tant que je respirais, il aurait quelqu'un pour l'aimer, quelqu'un qui ne l'abandonnerait jamais. Et c'était tout ce dont nous avions besoin pour continuer. Les années ne passaient pas, elles se traînaient. Chaque hiver était une condamnation, chaque été une épreuve. Nous vivions dans un quartier qui tombait lentement en ruine, où les gens s'étaient habitués au bruit de la misère, aux cris des maisons voisines, aux enfants au visage sale jouant entre les sacs poubelles et les bouteilles cassées. Mais même là, même dans la ruine, certains nous regardaient comme si nous étions moins. Comme si avoir un enfant invalide était une sorte de péché, une malédiction contagieuse. Matteo avait 5 ans et pouvait à peine se tenir debout tout seul. Les muscles de ses jambes ne répondaient pas bien, et ses bras étaient faibles, maigres, tremblants. Nous utilisions un fauteuil roulant prêté, avec une roue branlante et un dossier cassé. Chaque fois que nous sortions, même juste jusqu'au coin de la rue pour qu'il voie le soleil, je sentais les regards plantés dans son corps comme des aiguilles. Certains changeaient de trottoir, d'autres faisaient des commentaires à voix basse, parfois ils riaient simplement. Les enfants du quartier étaient les pires, pas par pure méchanceté, mais par l'ignorance apprise de leurs parents. Ils lui criaient des choses, l'imitaient en traînant les pieds ou demandaient s'il était idiot. Une fois, ils lui ont lancé des petites pierres. Une autre fois ils l'ont poussé et il est tombé au sol. Je suis sortie en courant, en criant comme une folle. Les enfants se sont enfuis. Aucune mère n'est venue s'excuser. Personne ne s'est soucié. La famille n'était pas meilleure. Mes frères venaient de temps en temps avec un paquet de riz ou un pot de café périmé, mais pas par bonté. Ils le faisaient pour se sentir moralement justifiés, pour pouvoir dire qu'ils nous aidaient. Mais cela venait toujours avec des commentaires blessants, des blagues cruelles, des comparaisons injustes. Une de mes belles-sœurs a dit une fois, devant tout le monde, que peut-être il aurait mieux valu que Matteo ne soit jamais né, que ma vie aurait été différente. Personne ne l'a contredite. Je suis restée silencieuse, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je n'avais plus la force de discuter. Matteo entendait tout. Il ne comprenait pas chaque mot, mais il sentait le ton, les regards, le mépris déguisé en pitié, et cette douleur s'imprégnait dans ses os. Parfois, la nuit, je le trouvais éveillé, les yeux ouverts, sans pleurer, sans bouger, juste regardant le plafond, comme si son petit corps savait qu'il ne trouvait sa place nulle part. Je me couchais à côté de lui et je lui caressais les cheveux jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir. À 6 ans, j'ai essayé de l'inscrire dans une école publique. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas préparés pour des cas comme le sien. Je les ai suppliés, je leur ai montré des papiers médicaux, des certificats, des rapports. Ils m'ont dit d'essayer un centre spécialisé, mais cela avait des listes d'attente de plusieurs années et des frais que je ne pouvais pas payer, même en vendant mon sang. J'ai fini par lui enseigner à la maison avec de vieux livres et des cahiers usagés que me donnait une dame chez qui je faisais le ménage. Il apprenait lentement, mais il apprenait. Il reconnaissait les lettres, il comptait avec ses doigts, il répétait des phrases. Chaque petit progrès était une fête privée entre nous deux. Chaque petit progrès était une fête privée entre nous deux. Je n'avais pas de répit. Je travaillais à faire le ménage dans des maisons, à repasser, à cuisiner pour d'autres familles. On me payait juste assez pour survivre. Je ne me plaignais jamais. Chaque pièce allait à sa nourriture, à ses médicaments, à sa thérapie. Chaque centime était un investissement pour sa vie. Je ne m'achetais jamais de vêtements neufs ni de chaussures. Tout ce que j'avais venait d'héritage ou trouvé dans les poubelles du quartier riche. Mais lui avait toujours un manteau, même s'il était rapiécé, et un repas chaud, même s'il était modeste. Il y avait des jours où je ne pouvais plus. Des jours où mon corps ne répondait plus, où les douleurs au dos, aux genoux, à la tête me laissaient clouer au lit. Mais je devais me lever quand même, parce que si je ne le faisais pas, personne ne le ferait. Il n'y avait personne d'autre. Pas de réseau, pas de soutien, pas de repos. Juste nous deux contre un monde qui nous avait tourné le dos.
Une fois, mon autre fils, le plus jeune, est venu me rendre visite. Il n'est pas resté longtemps. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas voir Matteo comme ça, que ça le touchait, que ça lui faisait mal. Il m'a demandé de l'interner quelque part. Je lui ai dit non, que tant que je respirerais, Matteo resterait avec moi. Il n'est jamais revenu. Je suppose que c'était plus facile pour lui de nous oublier. Je ne pleurais jamais devant Matteo. Je le faisais seulement quand il dormait. J'allais dans la salle de bain, je fermais la porte et je laissais mon corps lâcher ce que mon âme ne pouvait plus porter. Je ne pleurais pas seulement de tristesse, je pleurais d'impuissance, de rage, de fatigue. Mais surtout, je pleurais parce que je ne pouvais pas lui offrir une vie meilleure, parce que je ne pouvais pas changer son corps, parce que je ne pouvais pas le sortir de ce fauteuil. Parfois je rêvais de choses simples, un parc propre, une maison sans humidité, un cahier neuf, une école où on ne le regarderait pas bizarrement. Je ne demandais pas de luxe, ni de voiture, ni de voyage, juste de la dignité, juste un peu de justice pour quelqu'un qui n'en avait jamais eu. Matteo, malgré tout, était un enfant doux. Il ne se plaignait pas. Il ne pleurait pas à cause de sa situation. Il me regardait avec cette tendresse profonde que seuls ceux qui connaissent la douleur depuis l'enfance peuvent avoir. Il me serrait dans ses bras maigres et me disait « Mamie », comme si ce mot contenait tout ce qu'il y avait de bon dans son monde. 6 ans ont passé depuis le jour où Thomas et Clara nous ont abandonnés. Ils ne sont jamais revenus, jamais appelés, jamais envoyé une lettre. Parfois, j'imaginais qu'ils allaient bien, qu'ils avaient une autre vie, sans fardeau, sans douleur, et ça me faisait encore plus mal. Pas pour eux, mais parce qu'ils n'avaient jamais été aussi nécessaires qu'en ces années, et qu'ils avaient choisi de ne pas être là. Nous étions devenus invisibles pour tout le monde. Nous étions ceux qui n'existent pas. La vieille qui s'accroche à un infirme, la folle qui ne le lâche pas, la têtue qui ne cède pas. Nous étions devenus 2 ombres qui résistaient au passage du temps par amour et par silence. Et pourtant, nous avancions. Pas par espoir, ni par foi, mais par nécessité pure de ne pas se laisser vaincre. Parce que même si personne ne le savait, Matteo avait une vie devant lui. Et moi, tant que je serais là, je m'assurerais qu'il puisse l'atteindre. Les années les plus dures furent celles entre ses 7 et 11 ans. Nous vivions dans un présent figé, une sorte d'hiver sans fin, même quand c'était l'été dehors. Peu importait le mois, à l'intérieur de la maison il faisait toujours froid. Froid sur les murs, dans les mains, dans les os, mais surtout dans le cœur. Notre maison était un cube de ciment avec des fenêtres cassées. L'humidité avait gagné tous les coins. Nous dormions dans le même lit, non pas par affection, même si l'affection ne nous manquait pas, mais parce que c'était la seule façon de combattre les nuits glaciales. La maison était une boîte silencieuse avec des fuites qui rythmaient nos matins. Quand il pleuvait fort, je mettais des seaux, des casseroles, des plateaux, tout ce que je trouvais pour ne pas inonder le sol. Parfois, je me réveillais les pieds mouillés. Matteo tombait souvent malade. Le froid le détruisait. Ses poumons étaient faibles. Son système immunitaire fonctionnait à moitié. Il avait de la fièvre sans raison, une toux chronique, des infections tenaces. Il n'y avait pas d'argent pour de bons médecins. Je l'emmenais au centre de santé du quartier, où on nous recevait à contre-cœur. On nous donnait des sirops périmés ou des comprimés que je coupais en 4 pour qu'ils durent plus longtemps. Je ne pouvais pas me plaindre. C'était ça ou rien. Les thérapies continuaient. J'avais appris de kinésithérapeute dans un hôpital public avant qu'il ne nous refuse faute de place. Il m'avait enseigné quelques mouvements pour maintenir ses muscles actifs. Je les répétais chaque jour comme une dévote. Parfois Matteo pleurait, non pas de douleur physique, mais de frustration. Il voulait bouger ses jambes, se lever seul, courir. Je lui tenais les mains, je le regardais dans les yeux et je lui disais qu'il y arriverait. Je ne savais pas si je mentais ou si c'était de la foi, mais lui me croyait. Ma routine était toujours la même. Me lever à 5 heures, faire chauffer un peu d'eau sur une plaque électrique qui faisait déjà des étincelles, préparer de l'avoine s'il y en avait, du pain rassis sinon. Laisser Matteo avec ses livres, quelques jouets cassés, et partir faire le ménage dans les maisons. Je revenais avant midi, je le nourrissais, nous faisions ses exercices, nous étudions ensemble, puis je lui faisais faire une sieste. Ensuite, je repartais laver du linge pour les autres. Je rentrais le soir avec les mains crevassées, le dos brisé, les chaussures trempées. Mais je rentrais. Je rentrais toujours. Nous n'avions pas de télévision. Matteo lisait. Il aimait les livres de science, d'histoire, sur les animaux. Je lui apportais ce que je trouvais dans les marchés, ou ce que me donnaient les dames chez qui je travaillais. Une fois, une dame riche m'a donné une encyclopédie incomplète. Quand je la lui ai montrée,
Matteo la serrait contre lui comme si je lui avais apporté un trésor. Il la lisait chaque soir. Il la manipulait avec soin, comme si elle était fragile. Dans ces pages, il trouvait une échappatoire. Là, il découvrait un monde où il n'était pas différent, où son corps ne le limitait pas. Là, il volait. Les voisins ne nous parlaient presque plus. Nous faisions partie du paysage, comme le poteau de lumière cassé ou l'épicerie abandonnée au coin de la rue. Je ne m'attendais pas à de la compassion, mais je ne m'attendais pas non plus à l'indifférence. Un jour, la cuisine a pris feu parce que l'installation électrique était trop vieille. Nous sommes sortis en courant. Personne n'est venu nous aider, même pas demander si nous allions bien. Ce n'est que quand la fumée s'est dissipée qu'une voisine m'a lancé une bouteille d'eau depuis sa fenêtre. Au cas où ça reprenne, elle a dit. C'est tout. Les fêtes étaient un rappel de combien nous étions seuls. Alors que les autres célébraient avec des feux d'artifice, de la nourriture et du bruit, nous passions Noël avec une bougie allumée, une tasse de thé et du pain avec du beurre, et c'était suffisant. Je lui racontais des histoires inventées. Je lui parlais d'un futur où il aurait sa maison, sa vie, sa liberté. Il m'écoutait avec une foi qui me brisait en deux. Matteo ne savait pas ce que c'était qu'un jouet neuf, ni un parc propre, ni une fête d'anniversaire avec des ballons. Ses cadeaux étaient des dessins faits à la main, des livres usés, des paroles. Et pourtant, il ne se plaignait jamais. Il ne demandait jamais après son père ou sa mère. Il ne demandait jamais pourquoi il ne venait pas. Je crois qu'il le savait, même si nous ne l'avons jamais dit. Il savait qu'il l'avait abandonné, et il avait appris à vivre avec ça. Moi non plus, je ne les nommais pas. J'avais arraché ces mots de mon dictionnaire intérieur, pas par haine, mais par nécessité. C'était une blessure qui ne pouvait plus saigner. Mon seul objectif, c'était Matteo, sa santé, son esprit, son âme. Mon corps était devenu un outil pour qu'il vive. Rien d'autre ne comptait. Pendant un temps, j'ai vendu des empanadas maison. Je les faisais avec ce que j'avais. Je sortais les vendre sur la place du quartier, en marchant avec une boîte improvisée. Certains jours, je n'en vendais aucune. D'autres fois, cela suffisait pour acheter un litre de lait et un peu de viande pour Matteo. Jamais pour nous deux. Moi, je mangeais du riz ou une soupe claire. Lui devait avoir des protéines, il devait grandir, il devait gagner en force. Je me souviens d'un hiver en particulier. Il avait une infection au poumon. Il respirait mal. Il tremblait, il n'avait pas de fièvre, mais sa couleur était grisâtre. Je l'ai emmené d'urgence à l'hôpital. On m'a dit d'attendre. Nous avons attendu 9 heures dans un couloir. Je l'ai couché sur une couverture par terre. Il n'y avait ni chaise, ni lit. Personne n'est venu. Quand il a enfin été vu, il s'était endormi d'épuisement. Le médecin m'a donné une ordonnance impossible. Je suis sortie avec cette feuille dans la main, assise sur un banc en ciment, sans savoir quoi faire. J'ai fini par emprunter de l'argent à une voisine. J'ai mis 3 mois à le lui rembourser. Nous n'avions pas de photos, pas de souvenirs matériels. Tout ce que nous avions était dans nos têtes, dans les gestes, les sons, les mots répétés. Matteo parlait peu, mais il me disait « je t'aime ». Chaque jour. Parfois, il me caressait le visage avec ses doigts fins, comme s'il prenait soin de moi. Et moi, avec toute la douleur du monde sur les épaules, je restais debout. Pas par héroïsme, ni par fierté. Seulement parce que je n'avais pas d'autre choix. Si je tombais, il tombait. Si j'abandonnais, il s'éteignait. Et je ne le permettrai jamais. Ainsi fut notre vie pendant des années. Répétitive, grise, solitaire. Mais tissée d'un fil invisible d'amour que même la misère n'a pas pu couper. Nous n'avions rien, mais nous nous avions l'un l'autre. Et cela, même si personne ne le comprenait, était la seule chose qui nous maintenait en vie. Ce ne fut pas un seul événement qui déclencha la décision. Ce fut un lent goutte à goutte, une accumulation d'années, de regards sales, de moqueries déguisées en conseils, de mains qui se retiraient quand on en avait le plus besoin. Ce ne fut pas une dispute, ni une tragédie précise. Ce fut simplement comprendre que cet endroit ne nous offrait rien d'autre que le mépris et l'épuisement. C'était survivre, oui, mais mourir un peu chaque jour. C'était être en vie juste pour voir tout pourrir autour de soi. La goutte d'eau fut un après-midi d'automne. Matteo avait déjà 11 ans. Nous étions sortis avec le fauteuil roulant pour prendre un peu de soleil, comme nous le faisions chaque fois que je pouvais me libérer du travail pour quelques heures. Nous nous sommes arrêtés devant une maison en construction. Matteo regardait les murs nus avec attention. Il aimait voir les choses se construire, voir quelque chose de nouveau naître de rien.
Un groupe d'enfants passait en courant et l'un d'eux s'est arrêté pour l'observer. Je l'ai reconnu. C'était le petit-fils d'un vieil ami de mon défunt mari. Il m'a regardé, a regardé Matteo et a crié quelque chose que j'ai encore du mal à répéter. Il a dit que Matteo ressemblait à une poupée cassée. Il a dit que c'était pour ça que son père était parti, que personne ne voulait porter quelque chose qui ne sert à rien. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne ressentais pas de rage, mais parce que je suis restée figée. Cela m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Matteo a baissé la tête, il n'a pas pleuré, mais il a caché son visage dans ses mains. Il n'a pas parlé du chemin du retour. Ce soir-là, il n'a pas dîné. Il est resté couché en silence. Le lendemain, il n'a pas voulu sortir. Il m'a dit d'une voix qui n'était déjà plus celle d'un enfant qu'il voulait vivre ailleurs, qu'il ne voulait plus jamais être regardé de cette façon. C'est lui qui me l'a demandé. Moi, j'y avais pensé des centaines de fois, mais il me manquait de la force ou peut-être du courage. C'était repartir à zéro, tout risquer. Mais ce jour-là, j'ai compris que nous n'avions plus le choix. Si je restais, il allait se faner. Et s'il s'éteignait, moi aussi. J'ai commencé à tout planifier en silence. Je n'en ai parlé à personne. J'ai vendu quelques affaires. Le peu que j'avais, une vieille radio, une lampe, des chaises. J'ai économisé des pièces pendant des semaines. J'ai cherché des options de location dans une autre ville, un endroit où nous n'avions aucun lien, où personne ne connaissait notre histoire. J'ai parlé à une dame chez qui je faisais le ménage. Elle avait une cousine qui louait une chambre en périphérie d'une ville moyenne. Elle me l'a proposé sans garantie, juste avec le premier mois payé à l'avance. J'ai dit oui. J'ai empaqueté ce qu'il nous restait dans 2 sacs, quelques livres, des vêtements usagés, une couverture épaisse. Matteo a dit adieu à la maison sans se retourner. Moi, j'ai fermé la porte sans clé. Je les ai laissés suspendus à la poignée. Nous ne devions rien à cet endroit. Nous partions avec le corps meurtri, mais le cœur entier. Le voyage fut long, inconfortable, silencieux. Matteo ne se plaignait pas. Il me regardait avec ses grands yeux calmes, qui disaient tout sans parler. Moi non plus, je ne disais pas grand-chose. Je lui tenais juste la main, fort. J'avais peur, peur que ça tourne mal, que ce soit pire, que nous ne puissions pas continuer. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. La nouvelle ville était bruyante, grise, mais différente. Nous ne connaissions personne, et c'était pour la première fois un avantage. Personne ne nous regardait avec pitié, personne ne nous rappelait le passé, personne ne savait que nous étions les abandonnés, les inutiles, les seuls. La chambre était petite, avec un lit étroit, une cuisine partagée et une salle de bain dans le couloir, mais cela n'avait pas d'importance. C'était nouveau. C'était à nous. Matteo regardait les bus passer par la fenêtre. Il me demandait où ils allaient. Je lui disais, vers des endroits où, peut-être, un jour, nous pourrions vivre. Il comprenait sans rien dire. J'ai trouvé du travail rapidement. Nettoyer, s'occuper de personnes âgées, laver du linge, peu importe. Je le faisais avec plus d'énergie que jamais. Pas parce que j'étais moins fatiguée, mais parce que j'avais désormais un objectif. Ce n'était plus juste survivre. Maintenant, c'était construire. Matteo a commencé à changer. Son regard est devenu plus ferme. Son corps restait faible, mais il y avait une sorte de feu nouveau dans ses gestes. Il se levait seul, essayait de s'habiller sans aide, traînait ses jambes jusqu'à la table. Je l'observais en silence, la gorge nouée. Quelque chose en lui se réveillait, quelque chose qui avait dormi trop longtemps. Je l'ai inscrit dans une école publique avec un programme d'intégration. Ce ne fut pas facile. J'ai dû supplier, insister, remplir des papiers, mais ils l'ont accepté. Ce fut son premier vrai contact avec des enfants de son âge. Au début, il le regardait bizarrement. Il ne parlait pas beaucoup. Il marchait difficilement, mais il n'arrêtait pas d'essayer. Quelques jours plus tard, un de ses camarades lui a prêté un cahier. Il a commencé à s'intégrer lentement. Un jour, il est rentré avec une feuille sur laquelle il avait dessiné un drapeau. Il m'a dit que c'était son pays, son nouveau pays, sa nouvelle vie. À partir de là, tout a changé. Lentement, oui, mais ça a changé. Il a commencé à lire davantage. Il me demandait des livres. Il adorait la science. Il voulait comprendre comment fonctionnait le corps, le cerveau, l'énergie. Je faisais tout mon possible pour lui donner ce qu'il demandait. Je vendais des heures de sommeil contre des heures de travail supplémentaires. Tout pour lui. Un après-midi, en rentrant du travail,
je l'ai trouvé en train de lire à voix haute. Il prononçait chaque mot avec difficulté, mais avec détermination. Je me suis assise pour l'écouter. C'était un texte sur le système solaire. Je ne l'avais jamais vu aussi concentré, aussi vivant. Quelque chose dans sa voix m'a fait frissonner. J'ai compris que cet enfant, abandonné par tous, n'était pas cassé. Il attendait juste le bon endroit pour grandir. J'avais bien fait de l'emmener avec moi. J'avais bien fait de recommencer à zéro, car pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que l'hiver commençait à finir. Nous étions arrivés dans un endroit différent, mais pas moins dur. La ville ne nous a pas accueillis avec des fleurs ni des opportunités. Elle nous a jetés, comme tant d'autres, dans la lutte quotidienne pour survivre. Mais ici, au moins, nous avions quelque chose que nous ne connaissions plus depuis des années, l'anonymat. Personne ne savait qui nous étions, d'où nous venions, quel fardeau nous portions. Et ça, après tant de douleurs visibles, c'était un soulagement. Nous pouvions commencer à écrire depuis zéro, même si c'était avec un stylo usé et une feuille froissée. La pension où nous vivions était étroite et vieille. Les canalisations faisaient du bruit la nuit, et les murs étaient si fins qu'on entendait les disputes du voisin comme si elles se passaient chez nous. Mais la chambre était notre refuge. Nous avions un lit simple que nous partagions, une armoire donnée, une chaise que nous utilisions pour tout, et un petit bureau où Matteo lisait. Ce bureau fut mon premier grand cadeau. Je l'ai payé en plusieurs fois, il était usé, avec le bois ébréché, mais Matteo l'a reçu comme s'il était en or. C'est là qu'il posait ses livres, ses cahiers, ses rêves. Mon corps était usé. Je me levais avec des douleurs dans le dos, les jambes, les doigts enflés. Je m'occupais d'une vieille dame à 5 rues de là. Je la lavais, l'habillais, lui cuisinais, lui lisais le journal. L'après-midi, je nettoyais des maisons. Parfois, je travaillais le week-end à nettoyer des toilettes dans une station-service. Chaque peso avait une destination, la nourriture, le loyer, les médicaments de Matteo, le matériel scolaire. Il ne restait rien pour le luxe ni pour le repos. Et pourtant, tout était différent, parce que maintenant je me battais pour quelque chose de plus que le quotidien. Je me battais pour un avenir. Le sien. Matteo s'est adapté mieux que je ne l'aurais cru. L'école publique n'était pas parfaite, mais au moins on le traitait avec respect. Les enseignants l'ont vite remarqué. Il avait un intérêt peu commun. Il restait après les cours pour poser des questions. Il écrivait de longs résumés, lisait à la maison, commençait à comprendre des concepts complexes, bien au-delà de son âge. Une maîtresse m'a appelé un jour pour me féliciter. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu un élève aussi déterminé, qu'il avait un potentiel incroyable. J'étais émue, mais je n'ai pas pleuré devant elle. J'ai gardé mes larmes pour plus tard, quand je suis rentrée dans notre chambre. Je les ai versées en silence pendant que Matteo dormait. Des larmes de quelque chose de nouveau. Pas de douleur, mais de fierté, de soulagement, d'espoir. Avec le temps, son corps a changé aussi. Il avait encore des difficultés à marcher, mais il tombait moins. Il avait plus d'équilibre, plus de force. Ses jambes tenaient mieux. Nous faisions des exercices tous les jours. Je lui faisais des massages, je l'aidais à s'étirer, à bouger, à défier son propre corps. Il y mettait tout son cœur. Il ne se rendait jamais, ne demandait jamais que l'on arrête, ne disait jamais « ça suffit ». Je l'ai emmené consulter dans un hôpital public de la ville. Le spécialiste m'a regardé avec surprise. Il m'a dit que les progrès de Matteo étaient peu communs, qu'avec une thérapie constante, il pourrait même marcher sans aide dans quelques années. Je ne voulais pas me faire de faux espoirs, mais je l'ai écouté attentivement et nous sommes sortis de la plus léger. Un après-midi, alors que je lavais du linge dans la cour derrière la maison, je l'ai vu par la fenêtre. Il était debout, sans s'appuyer sur rien, en train de lire à haute voix. Il tremblait un peu, mais il tenait. Il est resté ainsi plus de 5 minutes. Puis il s'est assis doucement. Je suis entrée sans rien dire. Il m'a vu, m'a souri et m'a dit qu'il y était presque, que bientôt il n'aurait plus besoin du fauteuil. Je me suis approchée, je lui ai caressé la tête et je lui ai préparé une tasse de lait chaud. Il n'y avait rien de plus à dire. Nous avons commencé à avoir des routines. Je travaillais la journée, lui étudiait. Le soir, nous dînions ensemble, il me lisait, je corrigeais ses textes, il m'apprenait ce qu'il avait découvert. Il me parlait du système solaire, de l'évolution, des lois physiques. Je ne comprenais pas tout, mais je l'écoutais avec dévotion. Ce n'était pas juste de la connaissance, c'était un moteur. C'était sa manière de me montrer que tout cela avait un sens. Avec le temps,
la propriétaire de la pension nous a proposé de déménager dans une chambre plus grande, car une voisine lui avait parlé de notre situation. Elle n'a pas demandé d'augmentation, elle nous l'a donnée parce que, selon elle, vous ne dérangez personne, vous êtes des gens bien. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un nous reconnaissait sans sarcasme. Cette chambre fut notre petit palais. Matteo avait son coin pour étudier, un lit à lui, une lampe. Moi, je pouvais bouger sans tout heurter. Nous avions de l'espace pour respirer. Je me sentais riche, pas à cause de la taille, mais à cause de la dignité. Matteo a commencé à se distinguer dans des concours scolaires. Il gagnait des médailles, des diplômes, des livres. Il les ramenait comme s'il s'agissait de trophées de guerre. Je les accrochais au mur, les uns à côté des autres. Chacun était une victoire contre tous ceux qui avaient dit qu'ils ne serviraient à rien. Il y avait un nouveau mot entre nous, avenir. Et avec lui, nous poussions chaque jour un peu plus loin les limites que le monde nous avait imposées. J'ai vu Matteo marcher seul pour la première fois un matin froid de mai. Ce n'était que quelques pas, hésitant, les bras tendus devant lui comme s'il marchait dans le noir. Il n'a rien dit. Moi non plus. Je l'ai juste regardé faire. C'était dans le couloir de la pension, et à chaque pas, le sol craquait comme s'il reconnaissait l'exploit. Quand il s'est arrêté, il m'a regardé avec un mélange de peur et de fierté. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré contre moi et j'ai senti tout mon corps trembler. Non pas d'effort, mais d'émotion. Ce fut le premier signe concret que son corps n'était plus le même. Ce que nous avions fait pendant des années, les massages, les exercices, les thérapies maison, les marches avec aide, les positions contrôlées commençaient à porter ses fruits. Lent, oui, mais réel. Matteo n'était plus l'enfant brisé d'avant. Il était désormais un adolescent en construction. Une promesse qui se frayait un chemin avec douleur, mais avec fermeté. Les médecins ont confirmé ce que nous soupçonnions. Son évolution était remarquable. Il n'avait plus besoin du fauteuil roulant pour les trajets courts. Il pouvait rester debout plus longtemps. Ses muscles étaient plus résistants, sa colonne plus stable, sa respiration plus contrôlée. Ils l'ont félicité. Ils m'ont félicité. Ils m'ont dit que peut aller aussi loin, que j'avais fait un travail incroyable. Ils ne savaient pas combien cela avait coûté. Ils n'avaient aucune idée de ce que cela impliquait. Matteo, lui, ne s'arrêtait pas. Il continuait à étudier, avec une curiosité insatiable, avec sa manière infatigable d'absorber le monde. Il s'est intéressé à des sujets plus complexes, philosophie, politique, structure de l'État. Il lisait sur les systèmes de gouvernement, sur l'histoire du XXe siècle, sur des leaders qui avaient changé des pays. Il me parlait pendant des heures, comme si j'étais une élève de plus. Et même si je ne comprenais pas tout, je l'écoutais fasciné. Un jour, il m'a dit qu'il voulait étudier le droit, qu'il voulait aider ceux qui, comme lui, avaient été abandonnés, discriminés, oubliés par le système. Il m'a regardé avec ce sérieux qui lui était propre, ce mélange de tendresse et de détermination, et il m'a dit qu'il voulait devenir quelqu'un d'important, pas pour la gloire, mais pour faire quelque chose d'utile. J'ai hoché la tête sans dire un mot. J'ai ressenti une boule dans la gorge qui ne m'a pas quitté de la nuit. Les jours se sont organisés. Je travaillais de moins en moins parce que Matteo avait commencé à donner des cours particuliers à d'autres enfants. Il les aidait en mathématiques, en langue, en histoire. Il faisait cela pour peu d'argent, mais c'était son premier revenu. Avec ça, il achetait des livres, un sac à dos neuf, parfois un gâteau à partager avec moi. Chaque geste était une déclaration d'amour sans besoin de mots. Le corps de Matteo ne le trahissait plus autant. Il avait encore des moments de faiblesse, des tremblements, des chutes, mais c'était plus rare. Je l'ai vu courir, trébucher, se relever seul. Je l'ai vu se déplacer avec plus de confiance. Je l'ai vu se tenir devant une classe et parler avec assurance. Je l'ai vu débattre avec un professeur sans perdre son calme. Je l'ai vu défendre un camarade face à une injustice scolaire. Je l'ai vu grandir. Moi aussi, j'ai changé. Je ne me réveillais plus chaque jour avec peur. Je ne comptais plus chaque pièce comme une condamnation. Nous étions encore pauvres, mais nous n'étions plus misérables. Nous avions du contrôle, de la dignité, un sens. L'avenir n'était plus une idée lointaine, c'était quelque chose qui se rapprochait. Matteo a commencé à participer à des débats scolaires, à des concours d'éloquence. Sa voix, autrefois douce et tremblante, est devenue claire, profonde. Il a appris à parler en public, à argumenter, à défendre des idées. Il m'invitait à chaque présentation. Je m'asseyais au fond, avec des vêtements propres, les cheveux attachés, les mains croisées sur mes genoux.
Je le regardais avec un mélange d'incrédulité et de fierté. C'était mon petit-fils. Celui dont on avait dit qu'il ne vivrait pas, qu'il ne marcherait pas, qu'il ne servirait à rien. Maintenant, il était là, debout, parlant de justice, d'égalité, de droit. Un jour, il a gagné un concours d'orateur jeune de la ville. Le prix était un voyage dans la capitale pour représenter la province à un concours national. Nous n'étions jamais allés au-delà des limites du quartier. Nous n'avions jamais pris le train. Ce fut tout un événement. Je l'ai accompagné. Nous avons dormi dans un hôtel modeste, partagé un plat dans un restaurant bon marché. Nous avons marché dans des rues que nous n'avions vues que dans les livres. Lors de la compétition, Matteo a parlé de la dignité des personnes handicapées. Il a parlé de moi, sans me nommer. Il a parlé de la façon dont la société punit deux fois, d'abord par l'abandon, ensuite par l'indifférence. Son discours a touché tout le monde. Il a gagné. Pas par pitié, mais par mérite. Parce qu'il parlait avec l'autorité de celui qui connaît le fond et a appris à en sortir. À notre retour, il a été accueilli à l'école comme un héros. Ils lui ont organisé une cérémonie, lui ont offert des livres, lui ont remis une distinction. Ils lui ont offert des livres, lui ont remis une distinction. Moi, je le regardais depuis le côté. Je ne me suis jamais mise au centre, je ne me suis jamais crue protagoniste. Mais au fond, je savais que ce succès était aussi le mien, que chacun de ses pas était un pas à moi, que son corps fort était le fruit de mes mains, que son esprit libre était né de mes silences. Nous avions accompli quelque chose qui semblait impossible. Transformer la douleur en moteur, la pauvreté en résistance, le rejet en force. Et nous ne savions pas encore que le meilleur restait à venir. À 15 ans, Matteo était déjà un autre. Son corps restait mince, mais il avait de la fermeté. Il marchait avec assurance, sans aide, avec seulement la trace légère d'une ancienne difficulté qui ne le définissait plus. Son visage, auparavant pâle et immobile, était maintenant marqué par une nouvelle énergie. Pas une énergie flamboyante ni spectaculaire, mais constante, comme s'il avait à l'intérieur un moteur qui ne s'éteignait jamais. Je le remarquais surtout le soir. Tandis que les autres dormaient, lui restait éveillé, la lampe allumée, entouré de livres, de cahiers, de résumés. Il étudiait avec une concentration qui m'effrayait. Il ne se distrayait pas, ne se plaignait pas, ne laissait rien inachevé. Chaque sujet qu'il découvrait l'emmenait vers un autre. Il se plongeait dans les textes avec une intensité que je n'avais jamais vue, pas même chez les adultes les plus cultivés que j'avais connus en travaillant dans des maisons. Il lisait de tout, droit constitutionnel, histoire de l'Argentine, traités internationaux, politique sociale, philosophie moderne, théorie politique, économie. Il lisait Rousseau, Marx, Bourdieu, Foucault, Borges, Sabato. Il apprenait des langues avec des vidéos gratuites sur Internet. Il a commencé par l'anglais, puis le portugais, ensuite le français. Je ne comprenais pas comment il retenait tout cela, comment il reliait les concepts, comment il débattait tout seul à voix basse en marchant dans la pièce. Parfois, je l'observais sans qu'il s'en rende compte. Je m'asseyais en silence pour plier le linge, mais en réalité je le regardais. J'avais du mal à croire que cet adolescent discipliné, ambitieux, sûr de lui, était le même enfant qui, quelques années plus tôt, tremblait de fièvre sous des couvertures trouées. Je le voyais écrire avec son écriture serrée, remplir des cahiers entiers, gribouiller des phrases sur les marges de ses livres. Il avait un esprit en ébullition, toujours en mouvement. Il n'était pas vaniteux. Il ne le faisait pas pour impressionner qui que ce soit. Il ne cherchait ni prix ni applaudissements. Il étudiait parce qu'il avait faim de comprendre le monde, et parce qu'il savait que la connaissance était son unique moyen de briser les chaînes que d'autres lui avaient mises dès sa naissance. Je ne pouvais plus l'aider. Mes connaissances étaient limitées, mais je le soutenais dans tout. Je lui préparais du café, je lui mettais de la musique douce, je lui offrais de l'espace, du silence. Les professeurs du lycée ne savaient plus quoi faire avec lui. Il était bien au-dessus du niveau des autres. Il participait en cours, organisait des groupes d'études, créait des débats, écrivait des dissertations qui laissaient les enseignants sans voix. Certains l'admiraient, d'autres le regardaient avec méfiance. Mais personne ne pouvait l'ignorer. Matteo était devenu un repère. Et pas seulement pour son intelligence, mais pour son attitude. Il défendait les élèves les plus silencieux. Il remettait en question les décisions injustes. Il proposait des réformes au conseil des élèves. Il organisait des conférences sur les droits civiques. Il avait convaincu le directeur d'ajouter des contenus sur l'inclusion dans les programmes scolaires. À 16 ans, c'était déjà un leader.
Pas parce qu'il le cherchait, mais parce que les autres le suivaient. Moi, je l'accompagnais partout, en silence, comme toujours. J'allais aux cérémonies, aux rencontres, aux présentations. Je m'asseyais au dernier rang avec mon sac sur les genoux, observant depuis l'ombre. Je n'avais pas besoin que qui que ce soit sache qui j'étais. Lui le savait, et ça suffisait. Un jour, il m'a dit qu'il voulait se présenter comme orateur à un forum national sur les politiques publiques pour les jeunes. L'événement avait lieu dans la capitale. Il devait postuler, écrire un essai, passer un entretien. Il a tout fait tout seul. Il a été sélectionné parmi 300 candidats. Nous avons pris le train, comme la première fois, avec un sac à dos rempli de papier et un cœur rempli d'angoisse. Il parlait avec assurance, mais je savais qu'il était nerveux. Le jour du forum, il s'est levé devant une salle pleine de jeunes, d'experts, d'autorités. Il a parlé pendant 15 minutes sans lire de notes. Sa voix était ferme, posée, directe. Il a parlé d'éducation, de la fausse méritocratie, des inégalités structurelles. Il a parlé de la manière dont le système rend invisibles ceux qui naissent avec des désavantages, de la manière dont le talent ne suffit pas s'il n'y a pas de filet pour le soutenir. Et il l'a dit sans haine, sans victimisme, sans fioriture. Juste avec la vérité. Il a reçu une ovation. Des gens sont venus le féliciter, lui ont demandé des interviews, lui ont offert des bourses, l'ont invité à parler dans d'autres événements. Il a accepté tout cela avec humilité. Sans s'enfler d'orgueil. Nous sommes rentrés en silence. Dans le train, il m'a pris la main et m'a dit « Ce n'est que le début ». Et je l'ai cru. L'obsession de Matteo pour l'apprentissage n'était pas une phase, c'était une déclaration de principe. C'était sa façon de rendre au monde ce que celui-ci ne lui avait jamais donné, de construire quelque chose de plus digne, plus juste à partir des ruines. Il ne pensait pas à la vengeance, mais à la transformation. Sa chambre s'est remplie de livres jusqu'à ne plus pouvoir en contenir davantage. Nous avons commencé à empiler des boîtes dans le couloir. Chaque centime supplémentaire allait à son éducation. Il a commencé à économiser pour acheter un ordinateur portable. Il a fini par se l'acheter lui-même, avec son propre travail, en donnant des cours particuliers et en corrigeant des textes. Moi, je ne travaillais presque plus. Il ne me laissait pas. Il me demandait de me reposer, de m'occuper de moi, mais je continuais à faire des choses simples, coudre, cuisiner, nettoyer, garder notre espace digne. Lui s'occupait de l'avenir. Il n'a jamais oublié ce qu'il avait vécu. Il se souvenait de chaque étape de sa maladie, de chaque nuit sans lumière, de chaque jour sans nourriture. Il ne s'en servait pas comme excuse, mais comme moteur. Il me disait que cela l'avait rendu plus fort, plus lucide, que sans ce passé, il n'aurait pas ce présent. Parfois, la nuit, quand tout était silencieux, je m'asseyais pour écrire de petites notes dans un vieux cahier. Des choses que je ne voulais pas oublier, des phrases qu'il disait, des moments clés, des détails infimes. C'était ma façon de conserver la mémoire. Je savais que s'il arrivait là où il voulait arriver, beaucoup essaieraient d'écrire son histoire, mais moi, je serais celle qui se souviendrait de la vérité. Parce que la vérité était dans les jours debout, dans les hivers sans gaz, dans les cuillerées de riz, dans les marches à l'aube pour l'emmener aux urgences. Matteo continuait d'avancer. Il ne s'arrêtait jamais. Il ne connaissait pas d'autre façon de vivre que d'aller de l'avant. Et moi, derrière lui, de plus en plus fier, de plus en plus émerveillé, je ne pouvais que le suivre. Parce que cet enfant, cet adolescent, n'était plus seulement mon petit-fils. Il était la preuve vivante que l'amour, le vrai, peut défier n'importe quelle condamnation. Quand Matteo a eu 17 ans, son nom circulait déjà dans des milieux que nous n'aurions jamais imaginés. Tout a commencé par un article dans un journal local, une interview simple qu'on lui a faite après avoir gagné un concours de rédaction sur l'éducation publique. La journaliste a été surprise de lui parler. Elle me l'a dit ensuite, lorsqu'elle m'a salué timidement dans le couloir de l'école. Il parle comme s'il avait 50 ans et vécu 10 vies. J'ai seulement souri. Il n'était pas nécessaire de la corriger. Puis il y a eu une invitation à une émission de radio. Ensuite, une chronique dans un site pour jeunes intellectuels. Il recevait des messages, on l'invitait à participer à des forums, des tables rondes, des rencontres sur les politiques éducatives, la jeunesse et le handicap. À chaque étape, Matteo avançait avec la même tranquillité que celle avec laquelle, un jour, en silence, il s'était levé pour la première fois. Il ne courait pas. Il ne se précipitait pas. Il marchait droit, comme quelqu'un qui sait exactement où il va. Je l'accompagnais autant que je pouvais. J'allais encore aux événements, assise au fond,
avec mes carnets de notes cachés dans mon sac. Je prenais note de tout, non pas pour le surveiller, mais par respect. Je sentais que chaque mot qu'il prononçait faisait partie de quelque chose de plus grand. J'étais témoin de quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, et je voulais tout me rappeler. Chaque moment, chaque geste, chaque applaudissement. Nous ne vivions pas mieux économiquement, mais il y avait plus d'air. Matteo recevait déjà de petites bourses pour ses activités. Il animait des ateliers. Parfois on le payait pour faire des conférences. Avec cet argent, nous achetions de la meilleure nourriture, des vêtements corrects, un nouveau chauffage. Pas des luxes. Juste des améliorations qui rendaient la vie plus digne. Il me suppliait d'arrêter de travailler. Il disait que maintenant, c'était à lui de prendre soin de moi. Je continuais à faire des choses à la maison, mais c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin de me briser le dos pour qu'on s'en sorte. Je l'ai vu se lever devant des auditoriums pleins, parler sans notes, avec assurance, avec conviction. Son histoire émouvait, mais elle ne s'arrêtait pas là. Ce n'était pas un témoignage, c'était un projet. Il ne racontait pas ce qu'il avait vécu pour susciter la pitié. Il le faisait comme un diagnostic de quelque chose de plus grand. Il n'était qu'un exemple parmi des milliers. Et sa mission était de faire en sorte que cela change. Un jour, lors d'une conférence universitaire, une femme âgée s'est approchée de moi, m'a serré fort dans ses bras et m'a dit que j'étais sa mère, même si je ne l'avais pas mise au monde. Elle m'a demandé de ne jamais cesser de veiller sur lui. Je lui ai répondu que ce n'était plus nécessaire, que Matteo savait prendre soin de lui, et qu'à présent, c'était lui qui veillait sur moi. Les invitations se sont multipliées. Certaines, il les refusait. Il ne voulait pas participer à des événements vides. Il choisissait soigneusement où aller, à qui parler, pour dire quoi. Il n'était plus seulement un jeune brillant, c'était un référent. Beaucoup le suivaient. Beaucoup commençaient à parler de lui comme d'une promesse politique. Lui, il ne disait rien. Il souriait, continuait à étudier, à lire. Il a postulé à une université publique de la capitale. Il a été admis sans difficulté. Non seulement pour sa moyenne, mais aussi pour son parcours, ses écrits, son engagement social. Il s'est préparé seul. Moi, je l'ai aidé comme je pouvais. Je l'ai aidé comme je pouvais. Je lui ai recousu ses vêtements, préparé ses affaires, tout laissé prêt, je l'ai accompagné pour qu'il s'installe. C'était un petit appartement partagé avec 2 autres garçons. Il aurait sa propre chambre, une cuisine modeste, une salle de bain. Quand je l'ai laissé là-bas, ça m'a coûté de partir. Nous n'avions jamais été séparés, mais je savais que c'était nécessaire. Je lui ai laissé un sac de nourriture, une couverture et une lettre. Je lui ai écrit que j'étais fière de lui, que je le serais toujours, et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, je serais là. Il m'a prise dans ses bras, comme quand il était petit. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'était l'heure de voler. Je suis rentrée seule. La chambre paraissait plus vide. J'ai rangé ses livres, ses papiers, sa chaise. J'ai laissé son bureau intact. Je ne pouvais pas encore y toucher, mais je n'ai pas pleuré. Pas de tristesse. C'était une solitude différente, une qui venait avec du soulagement. Il était là où il devait être, et moi aussi. Nous nous parlions tous les jours. Il me racontait les cours, les professeurs, les débats. Il m'envoyait des photos des livres qu'il lisait, de ses camarades, des murs couverts de phrases. Il me disait que c'était difficile, qu'il se sentait parfois seul, mais qu'il ne renoncerait pas. Je le croyais, je l'ai toujours cru. Avec le temps, il a aussi commencé à se distinguer à l'université. Il publiait des articles, on l'invitait à donner des conférences, il passait dans des médias nationaux. Son nom commençait à circuler dans d'autres milieux, plus seulement comme un étudiant brillant, mais comme une figure publique en devenir. Un après-midi, il m'a appelé et m'a dit qu'il voulait se présenter comme candidat au conseil municipal de la jeunesse, que ce n'était qu'un premier pas, qu'il ne cherchait pas le pouvoir, mais une voie, qu'il voulait commencer à changer les choses de l'intérieur. Je lui ai dit que j'étais avec lui, que je le serais toujours. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est présenté. Il a fait campagne avec peu de ressources, en marchant, en parlant, en convainquant par ses idées. Il ne promettait rien de magique. Il parlait avec clarté, avec honnêteté. Et il a gagné, avec une courte avance, mais il a gagné. Matteo n'était plus seulement un étudiant exemplaire, il était maintenant une figure publique. Il avait des responsabilités, des équipes, des réunions. Il continuait d'étudier, mais il légiférait aussi, proposait, intervenait. Il devenait un acteur actif de la vie de sa ville.
Et moi, comme toujours, j'étais derrière, silencieuse, ferme, fière, observant comment ce petit-fils, que tous avaient méprisé un jour, était désormais écouté par beaucoup. Et le meilleur n'était pas encore arrivé. Le jour où Thomas est revenu, il n'y eut pas de préavis, pas d'appel, pas de lettre, même pas un message. Il est simplement apparu. D'abord, ce fut une voisine qui m'a dit qu'un homme avait demandé après moi, qu'il était resté debout devant le portail, à regarder fixement, sans oser frapper. Je n'ai pas réagi tout de suite. Thomas, ce nom n'était plus qu'un écho dans ma mémoire. Cela faisait des années que je ne le prononçais plus, encore plus que je ne pensais à lui avec clarté. La semaine suivante, il est revenu. Cette fois, il a frappé. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu là, debout, avec un manteau usé et une expression que je ne savais pas interpréter, mon corps s'est figé. Ce n'était pas de l'émotion, ni de la haine. C'était une paralysie de ce qui ne devait plus revenir. Je n'ai pas dit son nom. Lui non plus n'a pas dit le mien. Il a seulement demandé s'il pouvait entrer. Je l'ai laissé entrer par politesse, rien de plus. Il s'est assis au bord du canapé. Il a regardé autour, comme pour évaluer à quel point tout avait changé. Il a dit qu'il avait entendu parler de Matteo, qu'il le voyait à la télévision, qu'il le lisait dans les journaux, qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait accompli. Il a dit que Clara l'avait aussi suivi de loin, qu'ils étaient fiers, qu'il voulait lui parler. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé parler. Il a prononcé des phrases vagues sur les erreurs du passé, sur les décisions difficiles, sur à quel point eux aussi avaient une vie difficile. Il a beaucoup parlé, sans rien dire. Il ne m'a pas demandé pardon. Il n'a pas pleuré. Il a seulement essayé de justifier l'injustifiable. Il m'a demandé de l'aider à retrouver son fils, d'intercéder, de lui dire que tout n'était pas comme ça en avait l'air, que c'était une autre époque, qu'ils étaient maintenant dans un autre état émotionnel. Il m'a dit qu'il voulait reconstruire les liens, qu'ils avaient des problèmes économiques, qu'ils avaient besoin d'une opportunité. C'est alors que j'ai compris, ce n'était pas un acte d'amour, ni de repentir. C'était un besoin. Il avait vu son fils devenir quelqu'un, et il avait cru qu'il pouvait revenir comme si l'abandon ne laissait pas de cicatrices. Je lui ai répondu calmement. Je lui ai dit que Matteo n'était plus cet enfant sans défense qu'il avait laissé derrière lui, qu'aujourd'hui, il décidait par lui-même, que s'il voulait lui parler, il pouvait le chercher, mais qu'il ne s'attende pas à une compréhension automatique, que la porte qu'il avait fermée il y a 20 ans ne s'ouvrait pas simplement en frappant. Thomas est reparti, la tête basse. Je ne savais pas si c'était de la honte ou de la colère. Il a dit qu'il reviendrait, et il est revenu, cette fois avec Clara. Elle, oui, a pleuré. Elle m'a prise dans ses bras sans me demander la permission. Elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait beaucoup souffert, que voir son fils dans les journaux, à la télévision, avait tout fait remonter à la surface, qu'ils n'arrivaient plus à dormir en pensant à ce qu'ils avaient fait. Elle m'a supplié de ne pas les exclure. Qu'ils voulaient voir leur fils. Qu'ils avaient besoin d'aide. Qu'ils étaient sans travail, sans logement stable. Que leur situation était devenue insoutenable. Je l'ai écouté sans pitié, avec distance. Comme si j'écoutais une histoire qui ne me concernait pas. Parce que c'était le cas. Il ne faisait plus partie de la mienne. Le lendemain, Matteo est venu, et je lui ai tout raconté. Il m'a regardé en silence. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis il m'a demandé d'organiser une rencontre. Il voulait les écouter. Pas parce qu'il croyait que quelque chose allait changer, mais parce qu'il sentait qu'il devait fermer cette histoire en face. Et c'est ce qu'on a fait. La rencontre a été brève. Clara a pleuré. Thomas évitait de le regarder dans les yeux. Ils ont parlé avec des phrases creuses, avec des explications qui n'expliquaient rien. Matteo les a laissés parler. Puis il leur a répondu. Il leur a dit qu'il ne les haïssait pas. Qu'il avait appris à vivre sans eux. Que pour lui, sa mère, c'était moi. Que son histoire était déjà complète. Qu'il n'avait pas besoin d'une version corrigée de ses parents. Qu'il l'avait laissé au pire moment de sa vie. Que s'il était arrivé là où il était, ce n'était pas grâce à eux, mais malgré eux. Il les a remerciés de lui avoir donné la vie, mais leur a dit clairement qu'il n'avait pas le droit de revenir comme si de rien n'était. Il leur a dit qu'il n'était jamais trop tard pour changer, mais qu'ils ne devaient pas compter sur lui pour ça. Que ce qu'il demandait, travail, argent, affection, ne s'obtenait pas avec des larmes en retard. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte. Je les ai regardés dans les yeux tous les deux. Je leur ai dit que chacun choisit à quel moment être une famille, et qu'eux avaient choisi de ne pas l'être quand on en avait le plus besoin. Et que maintenant, il était trop tard. Je n'ai pas crié, je n'ai pas insulté, je n'ai pas pleuré.
J'ai simplement fermé la porte avec la même fermeté qu'ils avaient eue pour la fermer un jour contre nous. Matteo m'a prise dans ses bras ce soir-là. Il m'a dit qu'il avait fait ça pour lui, mais aussi pour moi. Que nous avions besoin de clore cette histoire. Qu'il était temps d'avancer sans fantôme. Et j'ai su qu'il avait raison. Nous avions fermé une porte, et enfin ouvert toutes les autres. Après cet après-midi où nous avons fermé la porte sans nous retourner, la vie a suivi son cours. Mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas de la colère, ni de l'orgueil, ni même un soulagement immédiat. C'était un silence profond. Pas de tristesse, mais d'ordre. Comme si enfin, tout avait trouvé sa place. Comme si le puzzle de toutes ces années de lutte avait, enfin, un sens. Je n'attendais plus que quelqu'un comprenne notre histoire. Je ne voulais même plus la raconter. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être expliquée. Il suffisait de la voir dans les yeux de Matteo chaque fois qu'il parlait à un groupe de jeunes, chaque fois qu'il votait un projet dans sa nouvelle fonction, chaque fois qu'il rentrait à la maison et me demandait comment j'allais, si j'avais mangé, si j'avais besoin de quelque chose. J'avais appris que la douleur ne disparaît pas. Elle se place. Et qu'il ne s'agit pas de se venger ni de réclamer ce qui n'a pas été, mais d'honorer ce qui a été. Matteo était la preuve vivante que l'impossible peut aussi se construire. Qu'un enfant abandonné peut devenir un exemple. Et qu'une femme seule, vieille et pauvre peut être mère, infirmière, enseignante et soutien sans jamais attendre de remerciements. Je ne travaillais plus hors de la maison. Matteo m'avait demandé de me consacrer au repos, à la lecture, à m'occuper des plantes du petit balcon que nous avions. Il m'a offert une bibliothèque avec des étagères faites sur mesure, et l'a remplie de livres qu'il pensait que j'aimerais. Je lisais lentement, à mon rythme, sans obligation. Et l'après-midi, je cuisinais. Pas par nécessité, mais par affection. Je continuais à être heureuse de lui préparer son plat préféré, et de voir son visage s'illuminer à la première bouchée. Nos conversations avaient changé. Nous parlions davantage du pays, de son avenir, de ce qu'il voulait construire. Matteo m'écoutait attentivement, même si je n'avais pas de grandes connaissances techniques. Il disait que ma manière de voir la vie lui donnait de la perspective. Qu'aucune université n'enseignerait ce que j'avais appris à force de laver des sols pour nous maintenir à flot. Il me faisait me sentir valorisée, utile, sans jamais rien exiger. Parfois, nous sortions marcher, juste lui et moi, dans des rues où plus personne ne nous reconnaissait comme ceux qui étaient arrivés avec un fauteuil roulant et un sac de vêtements. Maintenant, si quelqu'un nous saluait, c'était parce qu'il connaissait son histoire, parce qu'ils admiraient ce qu'il avait accompli. Il n'a jamais dit son nom avec arrogance. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Dans chaque discours, chaque conférence, il disait toujours « Merci à celle qui a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. » Et moi, je savais qu'il parlait de moi. Je ne lui ai jamais demandé s'il les avait vraiment pardonnés, son père et Clara. Ce n'était pas nécessaire. Il vivait sans haine. Il vivait sans dettes émotionnelles. Et cela, c'était déjà suffisant. Moi aussi, j'avais lâché ce fardeau. Non pas pour me réconcilier, mais pour ne plus le porter. La paix n'est pas arrivée comme une révélation. C'était une construction quotidienne, faite de gestes, de routines, de confiance. Je le voyais grandir, mûrir, occuper des postes importants, et malgré tout, rester le même garçon qui m'aidait à plier le linge, qui me préparait du thé, qui me couvrait d'une couverture si je m'endormais sur le canapé. Nous vivions bien, sans exagération. Un appartement confortable, des livres partout, des plantes aux fenêtres, une vieille radio sur laquelle j'écoutais de la musique l'après-midi. Matteo continuait à travailler, à étudier, à faire des projets. Parfois, il me disait qu'il voulait écrire un livre, qu'il voulait raconter notre histoire. Je lui disais de le faire, que c'était la sienne, mais de ne pas oublier de la raconter à partir de ce que nous avions eu. Pas de ce qui nous avait manqué. Parce que, oui, beaucoup de choses nous avaient manqué. La santé, l'argent, le soutien, la justice. Mais nous avions aussi eu l'essentiel. Nous avions la volonté de ne pas abandonner. Nous avions le respect mutuel. Nous avions le silence quand il fallait, les mots quand ça faisait mal. Nous avions le temps ensemble. Et cela, je le savais maintenant, valait plus que ce que bien des gens pouvaient dire. On a commencé à l'inviter à de grandes émissions, à des congrès, à des réunions avec des figures de haut niveau. Il me demandait toujours si ça valait la peine d'accepter. Je lui disais que oui, tant qu'il ne perdait pas le nord, il n'avait rien à craindre. Que le pouvoir ne corrompt pas tout seul, qu'il le fait seulement quand on oublie pourquoi on est arrivé là. Et Matteo n'oubliait pas. Parfois, des jeunes venaient à la maison, des étudiants,
des bénévoles, de futurs politiciens. Je leur préparais du maté ou du café, et j'écoutais depuis la cuisine. Il leur parlait comme à des égaux. Il ne leur enseignait pas d'en haut. Il leur racontait comment c'était vraiment, le réel, le dur, ce que personne ne raconte. Et il le regardait avec respect, non pas pour sa fonction, mais pour son parcours. Je le voyais grandir, non seulement comme professionnel, mais comme personne. Et je sentais que tout, absolument tout, en avait valu la peine. Je n'avais pas de luxe, pas de bijoux, pas de propriété. Mais j'avais une vie en paix, une maison sans cri, un petit-fils qui avait vaincu chaque verdict, chaque diagnostic, chaque préjugé. Et surtout, j'avais ma vérité, entière, vivante, sans avoir besoin de l'expliquer. Parce qu'à mon âge, tout ce que je veux, c'est ça. Dormir tranquille. Me réveiller sans angoisse. Et savoir que ce que j'ai fait, je l'ai bien fait. Quand Matteo a été nommé Premier ministre, je n'ai pas ressenti d'euphorie. Je n'ai pas crié, je n'ai pas sauté, je n'ai pas pleuré devant les caméras. Je l'ai simplement regardé prêter serment, debout, droit, avec ce même visage serein que toujours. J'étais assise au premier rang, vêtue d'un chemisier sobre, les cheveux attachés comme d'habitude, les mains croisées sur les genoux. Personne ne m'a poussé vers le devant. Je ne l'ai pas cherché. Je savais que ma place était là, celle qui regarde en silence, sachant ce que cela avait coûté d'en arriver là. Après la cérémonie, il y a eu des accolades, des félicitations, des caméras, des interviews. Il est venu vers moi, m'a pris la main et, sans un mot, m'a remercié pour tout. Je l'ai compris. Nous n'avions pas besoin de parler. Tout avait été dit depuis bien des années. Dans chaque repas chaud, dans chaque nuit blanche, dans chaque jour où nous avons survécu alors qu'il n'y avait rien. Matteo ne devint pas arrogant. Il continua à se lever tôt. Il continua à lire comme s'il avait encore des examens. Il continua à écouter plus qu'il ne parlait. Il était jeune, mais il avait une maturité rare, forgée non pas dans les livres, mais dans le manque. Pour chaque décision importante, il me consultait. Pas comme une conseillère, mais comme un phare. Il n'avait pas besoin de mon avis technique, mais de savoir si ce qu'il faisait restait fidèle à ce qu'il avait mené là. Nous vivions dans la même ville, dans des appartements séparés, mais proches. Il tenait à ce que j'aie le meilleur. Il m'a proposé des maisons, une voiture avec chauffeur, une aide à domicile. J'ai accepté le minimum. Un endroit calme, chaleureux, avec un jardin, où je pouvais avoir des fleurs et mes livres. Une bibliothèque où j'ai conservé toutes ses affaires, ses discours, ses médailles, ses photos. Et aussi mon vieux carnet, celui dans lequel je notais tout depuis ces 5 ans. Je le gardais comme un secret. Pas par honte, mais par respect. Parfois, on me demandait des interviews, on me cherchait pour écrire des articles sur la femme derrière le leader. Je répondais toujours la même chose. Je ne suis derrière personne. Nous avons toujours marché ensemble. Et c'était la vérité. Je n'ai pas été poussé par lui. C'est moi qui l'ai poussé. Je lui ai ouvert le chemin, nettoyé la boue, essuyé la sueur, donné la base. Et lui, il a fait le reste. Parce que je suis allé aussi loin que je le pouvais. Et lui, il est allé au-delà. Matteo a créé de nouveaux programmes, fait adopter des lois importantes, visité des hôpitaux, parcouru des quartiers oubliés, embrassé des enfants avec des histoires semblables à la sienne. Il n'a jamais utilisé son passé pour se victimiser. Mais il ne l'a jamais caché non plus. Il disait qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne nomme pas. Et que lui, il était la preuve vivante que, lorsqu'il y a de la volonté politique et de l'amour véritable, les vies peuvent prendre un tournant. Son histoire inspirait. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était réelle. J'avais déjà plus de 78 ans. Mon corps était plus lent, mes journées étaient paisibles. Je me réveillais avec le soleil, j'arrosais mes plantes, j'écoutais de la musique douce, j'écrivais des lettres que je n'envoyais jamais. Parfois, je recevais des visites de jeunes qui voulaient me connaître, me serrer dans les bras, me dire merci. Certains me disaient que Matteo les avait empêchés d'abandonner. Je les regardais, je leur offrais une tasse de thé et je leur disais qu'ils s'étaient sauvés eux-mêmes, que lui ne faisait que leur rappeler qu'ils en valaient la peine. Un jour, une éditrice est venue me voir. Elle m'a proposé d'écrire un livre sur notre histoire. Elle m'a offert de l'argent, de la diffusion, des interviews. Je lui ai dit non, que cette histoire ne m'appartenait pas entièrement, que si quelqu'un devait la raconter, c'était Matteo. Mais je lui ai donné mon carnet. Je lui ai dit que si un jour elle le publiait, qu'elle ne change pas une seule virgule. Parce que c'était tout ce que j'avais, la vérité, écrite de ma main tremblante, nuit après nuit, pendant qu'il dormait à côté de moi.
Matteo l'a lu. Il m'a dit qu'un jour, quand il ne serait plus en fonction, il le publierait. Non pas pour flatter son ego, mais pour que d'autres sachent que tout n'est pas perdu, qu'il y a toujours un chemin, même si on ne le voit pas au début. J'ai vécu assez longtemps pour le voir devenir un dirigeant respecté. J'ai vu comment on l'écoutait à l'étranger, comment on l'applaudissait pour sa clarté, son honnêteté, son engagement. J'ai vu comment il transformait des idées en réalité. Et chaque fois que je le voyais à l'écran, droit, digne, je sentais que ma vie avait eu un sens. Nous n'avons pas tous un héritage tangible. Je n'ai pas construit de bâtiment, je n'ai pas fondé d'école, je n'ai laissé aucune richesse. Mais j'ai construit une personne. J'ai forgé une âme. Et ça, je l'ai compris tard, c'était bien plus. Quand j'ai su que mon temps touchait à sa fin, je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti de la sérénité. Je lui ai écrit une dernière lettre. Je lui ai dit que je n'avais plus rien à lui enseigner, que le reste du chemin lui appartenait, que ma mission était accomplie. Que chaque pas qu'il ferait, je le sentirais dans mes os, même si je n'étais plus là pour l'embrasser. Je lui ai demandé de ne pas me rendre hommage, de ne pas pleurer en public, de ne pas chercher à me mettre dans le bronze. Je lui ai dit de vivre tranquille, honnête, simple, comme toujours. De me garder dans ses décisions difficiles, dans les jours gris, dans les moments de doute. Que c'est là que je serai. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que je suis. Une femme qui a soutenu, avec des mains brisées, un enfant brisé. Jusqu'à ce que tous les deux, nous apprenions à marcher dans le monde. Comme si nous avions toujours été invincibles. Et ainsi se termina mon histoire. Non comme une victime. Mais comme une racine.